Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand sujet de votre programme de première, les espaces ruraux. Mais attention, mettez tout de suite de côté l'image d'Épinal, la carte postale du petit village super tranquille, parce qu'on va voir ensemble que la campagne française, en réalité, elle est en pleine ébullition. C'est un territoire de transformation profonde et parfois assez contradictoire. Alors, cette fameuse idée que la campagne, c'est fini. On l'entend un peu partout, non? Comme si c'était un monde figé, un peu hors du temps, qui serait condamné à disparaître face à la modernité des villes. Mais est-ce que cette image, elle colle vraiment à la réalité? Est-ce que c'est ça que les géographes observent sur le terrain? C'est justement ce qu'on va aller vérifier ensemble. En fait, la question est beaucoup plus fine que ça. Le vrai sujet, ce n'est pas tant de savoir si la campagne disparaît, mais plutôt comment elle se transforme. Est-ce qu'on doit parler de déprise, un mot qui sonne un peu comme abandon, comme déclin, ou est-ce qu'on devrait plutôt parler de recomposition, un terme qui suggère une réorganisation avec de nouvelles dynamiques? C'est cette tension entre les deux qui va être le fil rouge de notre analyse. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 temps. D'ailleurs, c'est une structure super efficace que vous pourrez réutiliser pour le bac. D'abord, on verra la recomposition de ces espaces. Ensuite, leur fragmentation. Puis, les conflits et la gouvernance. Et on finira par une petite partie méthode pour bien préparer l'examen. Allez, on y va. Première grande partie, les espaces en recomposition. Et le premier moteur de cette transformation, c'est l'influence des villes. Il faut vraiment oublier l'idée de deux mondes étanches. Aujourd'hui, villes et campagnes sont plus connectées que jamais. Et c'est justement cette relation qui est en train de tout redessiner. Ici, le concept clé, celui qu'il faut absolument maîtriser, c'est la périurbanisation. Attention, ce n'est pas juste la ville qui s'étale et qui grignote la campagne, c'est plus subtil, c'est la diffusion des modes de vie urbains dans des paysages qui, eux, ont l'air de rester ruraux. Les frontières deviennent floues, en clair, on vit à la campagne, mais on travaille et on consomme à la ville. Et pour ça, l'Île-de-France est un cas d'école. Spontanément, on pense à Paris, à une énorme densité urbaine, mais regardez bien ces chiffres. C'est aussi un territoire dont les 3/4 sont couverts de champs et de forêts. C'est une immense région agricole qui pèse 1 milliard d'euros et qui abrite même 35 sites naturels protégés. C'est le territoire hybride par excellence, à la fois urbain et profondément rural. 68 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est le temps de trajet moyen chaque jour pour aller au travail et en revenir quand on habite en Île-de-France. C'est la conséquence très concrète de la périurbanisation. On va chercher un meilleur cadre de vie, une maison, un jardin, et en échange, on accepte des temps de transport qui s'allongent. C'est un arbitrage que font des millions de personnes au quotidien. Cette influence de la ville, elle nous amène à un deuxième concept très important, la multifonctionnalité. L'idée est toute simple. La campagne ne sert plus uniquement à l'agriculture. Elle devient aussi un lieu où l'on habite, où l'on passe ses vacances, où l'on fait des loisirs, et parfois même où l'on trouve de l'industrie. Bref, ces fonctions se multiplient, se diversifient. L'agritourisme en est un exemple parfait. Pour beaucoup d'agriculteurs, c'est une diversification devenue vitale. Mais ce qui est très intéressant pour une analyse, c'est le jeu des acteurs et des échelles. On a des réseaux très locaux, comme Bienvenue à la ferme, et en même temps des financements qui viennent de l'Union européenne. C'est un excellent exemple à garder en tête pour le bac. On attaque maintenant la deuxième partie, parce que, attention, ce portrait d'une ruralité qui se transforme, il faut tout de suite le nuancer. Cette transformation, elle ne se passe pas du tout de la même manière partout. La France rurale, en réalité, c'est un puzzle, un territoire très fragmenté, avec des dynamiques qui peuvent être totalement opposées. Cette opposition, elle est très claire ici. D'un côté, on a les campagnes dynamiques, bien connectées, qui attirent de nouveaux habitants, ce qui peut même mener à ce qu'on appelle la gentrification rurale. Et de l'autre, on a les campagnes dites en déprise, plus isolées, souvent marquées par une population qui vieillit et une économie plus fragile. Retenez bien cette idée, il n'y a pas une ruralité en France, mais des ruralités. Pour mettre un visage sur cette France de la déprise, on va faire un zoom sur le département de l'Indre. Il est vraiment emblématique des défis que doivent relever ces territoires ruraux plus fragiles. Ce graphique est particulièrement parlant. Regardez bien, dans l'Indre, parmi les plus de 55 ans, plus des 3/4 sont des retraités. C'est énorme. C'est le symptôme très net d'une pyramide des âges inversée, un vieillissement qui pose d'immenses questions pour l'avenir, notamment sur le dynamisme économique ou le financement des services. Troisième partie. Évidemment, ces grandes transformations, elles ne se font pas dans la douceur et l'harmonie. Elles créent des tensions, ce qu'on appelle des conflits d'usage, et elles posent de nouveaux enjeux de gouvernance. C'est ce qu'on va voir maintenant. Qui s'oppose, sur quoi et comment on pilote ces territoires. Cette citation, c'est un véritable pavé dans la mare. Elle a été prononcée par un syndicaliste agricole de l'Indre après le rachat de 1700 hectares de terre par un fonds chinois. En une seule phrase, tout le conflit est résumé. À qui doit appartenir la terre? Pour produire quoi? Et pour qui? On est bien au-delà d'un simple conflit d'usage. C'est un conflit de vision du monde. Ce qui est passionnant ici, d'un point de vue géographique,
c'est que pour comprendre ce conflit qui semble très local, il faut jongler avec toutes les échelles. On a l'échelle locale, avec les agriculteurs, l'échelle nationale, avec la loi française, l'international avec l'investisseur chinois, et même le supranational avec la politique agricole commune de l'Europe. C'est un cas d'école de ce qu'on appelle l'emboîtement des échelles. Mais les conflits ne concernent pas uniquement la terre. Il y a une autre fracture, peut-être encore plus sensible, c'est la question de l'accès aux services publics. Chaque fermeture de bureaux de poste, d'écoles, de petites gares est vécue comme une injustice. Et ça nourrit un sentiment très puissant d'abandon, l'impression d'une citoyenneté à deux vitesses. Et ce sentiment d'abandon, il a même été chiffré. 20 minutes. C'est le seuil. C'est le temps de trajet que les habitants sont prêts à faire pour accéder à un service du quotidien. Au-delà de ces 20 minutes, ils ont le sentiment d'être délaissés. Ce chiffre, tout simple, montre à quel point la mobilité est devenue centrale dans l'expérience rurale aujourd'hui. On arrive à notre dernière partie et là, on passe en mode très pratique pour vous, la synthèse pour le bac. Maintenant qu'on a bien défriché le fond, on va voir comment on peut utiliser tout ça intelligemment dans une copie avec la bonne méthode. Le croquis, l'exercice typique du bac en géo. Pas de panique, la méthode est simple, en 3 temps. 1. On repère. On lit le sujet, on surligne toutes les infos qu'on peut mettre sur une carte. 2. On traduit. On transforme ces infos en symboles, en couleurs, en flèches. Et 3. Le plus important, on organise. Votre légende ne doit pas être une simple liste, ça doit être une démonstration, avec un plan. C'est ça, la clé de la réussite. Voilà, ça c'est la diapo à mettre en favori, à imprimer, à apprendre par cœur. C'est votre fiche de révision ultime. Pour chaque notion, vous avez la définition et surtout un exemple précis qu'on a vu ensemble. Au bac, c'est ça qui fera toute la différence. Ne jamais lancer un concept dans le vide. On l'illustre toujours. Si vous maîtrisez ce tableau, vous maîtrisez le chapitre. On termine avec cette question qui est une excellente ouverture pour une conclusion. La ruralité, est-ce que c'est un patrimoine qu'il faut préserver à tout prix, une sorte de musée de la France d'autrefois, ou est-ce que c'est un territoire d'avenir, un laboratoire pour inventer de nouvelles manières d'habiter? Évidemment, il n'y a pas de réponse simple, mais c'est un vrai débat de société et ça fera une ouverture brillante pour votre copie. Merci de votre attention et surtout, bonne révision.